de vie, Ligne de vie, une émission produite et réalisée par Sleh Al-Qaroui. Salut tout le monde, bienvenue sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. La ligne de vie reprend donc après 2 petites semaines d'absence. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Donia Oslati, qui est sexologue, qui est déjà venue à notre émission il y a pas mal de temps, je pense. C'était au mois de novembre, bonsoir. Voilà, c'était au mois de novembre. Tout le plaisir donc est pour nous de l'accueillir de nouveau. Et alors on va parler donc des tabous qui tournent autour de la sexualité. Elle va vous définir un petit peu de quoi il s'agit exactement. Donia, bonsoir. Bonsoir et merci encore pour l'invitation. C'est on se tutoie sur antenne, non? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Donia, tu m'as dit tout à l'heure hors antenne qu'il y avait un congrès, si j'ai bien retenu, qui s'est tenu hier ou avant-hier. Au fait, c'est le salon des patients et c'est un événement, c'est une innovation en Tunisie, c'est une première et c'est un salon qui est particulièrement dédié aux patients, c'est-à-dire que c'est plutôt le patient qui va être au cœur de ce salon-là, exactement. C'est un événement qui s'est tenu hier et qui continue encore aujourd'hui et auquel la Société tunisienne de sexologie clinique a eu le plaisir de participer en collaboration avec l'UNFPA et on a eu le plaisir d'animer un panel. C'est quoi l'UNFPA? Excuse-moi de t'interrompre. C'est un organisme qui collabore avec notamment dans le salon des patients et donc du coup on a eu l'occasion d'animer un panel qui s'est tenu qui a plutôt pu répondre à certaines interrogations, à plusieurs questions, à plusieurs demandes, et ça concerne essentiellement le continuum de la sexualité. Donc on a eu des petites présentations et puis on a surtout donné la parole aux patients, à la présence, et qui ont eu la chance de poser des questions. Et ce qui est très intéressant, c'est que ils ont eu droit à des réponses qui étaient scientifiques. C'est-à-dire que voilà, on a la chance d'avoir des questions de professionnels de la santé et donc c'est très intéressant. Et puis ça rejoint un peu le sujet dont on discutera aujourd'hui. C'est justement pour essayer de déconstruire tout ce qui se raconte et d'avoir des réponses qui auront surtout un fondement scientifique. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs qui se posent autour de ce sujet, de notre thème cet après-midi. Les tabous autour de la sexualité, ça reste quand même un tabou malgré tout dans notre société arabo-musulmane. Ça reste quand même et encore un tabou. Malheureusement d'ailleurs. Malheureusement, oui, mais il faut comprendre que c'est pas uniquement dans nos sociétés à nous. C'est-à-dire qu'il y a des tabous qui sont propres à nous, vu un peu le contexte socio-culturel, puis il y a des tabous assez internationaux, c'est-à-dire que on les verra un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il y a des tabous qui s'entretiennent même à travers le monde. C'est vrai qu'on a nos propres tabous, et puis il y a les tabous qu'on connaît tous et qui sont internationaux si on veut. Mais c'est vrai que ça reste quand même un sujet qui est très important, qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des croyances, c'est des récits qui sont très largement diffusés. C'est-à-dire que ça diffuse, mais ça se propage très très vite, très rapidement, sans aucun fondement scientifique. Et pourquoi il est très important de les citer et d'essayer de les démystifier si on veut? Parce qu'ils ont un impact qui n'est pas du tout négligeable. C'est que tout ce qui rôde autour de la sexualité comme idée reçue, comme tabou, comme préjugé, ça peut impacter négativement la qualité de la sexualité aussi bien de la femme, de l'homme, du couple. Et ça peut être à l'origine de plusieurs désinformations en premier, du conflit
Ça Oui. peut impacter négativement la santé sexuelle Oui, de l'individu. absolument. Et puis surtout, ça peut être à l'origine et des causes de dysfonction sexuelle qu'on est amené à voir au sein de nos consultations. Pas mal de fois, et pour de nombreuses dysfonctions, l'origine principale, c'est notamment toutes ces idées reçues, tous ces mythes qui s'entretiennent, voilà, alors que il est très important. Et ça s'entretient de génération à une autre. Ah oui, ça se terrible. transmet. Ça se Ça, transmet. oui, ça se transmet et des fois on a dans certaines cultures on a le plaisir de les transmettre, c'est-à-dire qu'on croit bien faire par moment et puis on néglige un peu l'impact que ça peut avoir. Maintenant on essaye de lever le voile sur ça parce que auparavant on consultait pas pour certaines dysfonctions, on consultait pas pour certaines gènes, on ne posait pas des questions. Maintenant les langues se libèrent un peu, la parole est donnée un peu aux hommes, aux femmes, aux adolescents, aux plus jeunes, aux moins jeunes, et donc on arrive un peu à mettre des noms sur toutes ces dysfonctions, à poser la question ouvertement. Donc, et quand on pose la question ouvertement, il faut en face avoir des réponses un peu scientifiques. Donc c'est d'où l'importance d'essayer de déconstruire toutes ces idées reçues pour justement expliquer, traiter et idéalement être préventif et éviter de... Je pense que tu as dit le mot magique là, préventif. Donc la prévention, elle est absolument fondamentale. Prévenir, donc, avant que les choses ne tournent mal. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Oui, mais la L'être prévention, préventif. oui. Exactement. L'intérêt de mener ce combat, si on veut, à travers les médias, à travers tous les événements qui ont lieu, à travers... donc, l'intérêt, c'est d'être dans la prévention. C'est pour pouvoir guider, accompagner les gens, répondre à leurs demandes, justement, et pour éviter de tomber dans le piège des on-dit, des préjugés, de ce qu'on prend sans aucune réalité scientifique derrière, si on veut. Mais je pense, Donia, que ça commence un petit peu à se démystifier au sein même de la famille. Donc, est-ce que la maman parle à son enfant? Donc, surtout, je pense que le dialogue entre mère et fille est très important. Et ça se passe toujours comme ça. Donc, entre la maman et la fille, une fille adolescente qui commence sa sexualité et qui va peut-être un jour aussi se marier. Donc, il y a cette communication qui peut-être facilite aussi les choses pour idéalement, pour la vie d'adulte, je veux dire. Idéalement, c'est d'où l'intérêt. Moi, je pense que, voilà, au début, ça devrait commencer déjà au sein de la famille. Au sein de la famille, oui. Pour que ça commence, c'est personnel, ça. Pour que ça commence déjà au sein de la famille, il faut avoir, derrière, il faut en amont avoir des parents qui soient aussi ouverts. Qui soient ouverts, mais munis d'outils qui leur permettent justement de fournir cette éducation-là à leurs enfants. Il faut comprendre que je dirais pas, c'est pas un traitement, mais la seule façon de déconstruire et le facteur commun au traitement ou à la façon de voir les choses un peu et de traiter ces petits soucis-là, c'est en premier l'éducation sexuelle, on est d'accord là-dessus, et qu'il faut par ailleurs que les parents soient aptes à fournir ce genre d'informations-là aux enfants, parce que c'est de là que va se tracer tout le chemin, aussi bien sur le plan sexuel que relationnel, émotionnel, professionnel et pour tout le reste. Donc c'est vrai que ça devrait idéalement commencer au sein de la famille, mais il y a des moyens de se rattraper. C'est que l'éducation sexuelle aussi est adaptée à tous les âges. C'est très important à savoir, c'est que des parents qui ne sont pas munis d'outils adéquats pour fournir ces informations à leurs enfants, il est toujours temps de se rattraper, c'est-à-dire que les parents aussi peuvent aller chercher ces informations-là qui pourront les aider eux-mêmes à poursuivre leur chemin et aussi à transmettre des idées qui soient correctes et justes à leurs enfants. Donc, si je pense bien, donc la famille, mais aussi à l'école aussi, les institutions, le milieu scolaire. Exactement. Le milieu scolaire, donc il est donc peut-être aussi utile de je ne sais pas si on a introduit l'éducation sexuelle dans les
Dans les lycées, pas encore. C'est pas tout de suite, mais le programme est déjà là, il est établi et je pense que ça va être pour très bientôt, enfin j'espère aussi. C'est vrai qu'au niveau de l'école aussi, il faut sensibiliser. En fait, c'est une responsabilité, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, je pense. C'est la responsabilité de chacun de participer et d'œuvrer surtout à ce que ces principes-là soient diffusés et se propagent aussi bien et aussi vite que les tabous et les idées reçues pour que finalement on arrive à avoir, et le tout c'est de promouvoir une sexualité qui soit le plus saine et la plus satisfaisante possible. Et surtout que dans les lycées et collèges, les adolescents et adolescentes, ils en parlent entre eux, mais à leur façon. À leur façon, voilà. Donc, donc l'institution elle-même ne prend pas en charge, malheureusement d'ailleurs, je le dis, ne prend pas en charge l'éducation sexuelle au vrai sens du mot. C'est que voilà, pour pouvoir prendre en charge cette éducation sexuelle, il faut être armé, hein, parce que voilà, vous abordez le sujet des adolescents et des étudiants. Voilà, les adolescents ont leurs propres sources maintenant. C'est ça, c'est que alors auparavant on essayait d'inculquer certaines notions d'éducation sexuelle. Il faut juste comprendre que quand on ne donne pas la réponse qu'il faut à ces adolescents-là, ne vous inquiétez pas, ils iront la chercher ailleurs. Et donc c'est mieux que ça soit les parents, les enseignants, officialisés. Exactement, les professionnels de santé qui fournissent ce genre d'informations plutôt que d'aller la chercher ailleurs et ça. C'est toujours pas très sain non plus. C'est pas sain, c'est pas correct, c'est pas adapté à leur âge, c'est pas voilà. Maintenant on a en face de nous on a un grand fléau qui se passe sur les réseaux sociaux, surtout. Enfin, la formation est accessible ailleurs, mais elle est peut-être pas tout le temps adaptée à l'âge qu'il faut. Donc il faut savoir en parler à chaque âge, son langage, à chaque âge son apprentissage et donc, je pense que c'est la meilleure des solutions et la meilleure façon de pallier à tous les mythes qui entachent du moins la sexualité dans notre société. Bon, est-ce que ça commence assez tôt? Je pose la question maintenant, Donia. Est-ce que l'éducation sexuelle doit commencer impérativement à un âge assez précoce? Ou bien, au contraire, il faut attendre l'âge de la puberté, par exemple. Pour là, ça va être un peu trop tard, parce que c'est une initiation qui se fera dès le départ, d'accord. Et c'est un âge assez tôt. Il y a vous savez, les enfants maintenant posent de plus en plus de questions, s'interrogent de plus en plus, ils sont très curieux, et donc il faut leur fournir les réponses qu'il faut à tous les âges. Donc cette éducation sexuelle elle est appropriée à chaque âge et elle devra se faire très tôt parce que à l'étape de l'adolescence où on est voilà, c'est une autre prise en charge et c'est une autre éducation et l'éducation doit commencer beaucoup plus tôt. Donc beaucoup plus tôt. Donc si elle commence pas donc au sein de la famille, donc c'est à l'école de prendre cette tâche. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une responsabilité partagée, c'est l'école, c'est la famille en premier, enfin c'est les parents, les grands-parents, enfin toute la famille quoi, tout le monde est impliqué, l'école aussi, et la société aussi, parce que c'est très important. Donc je reviens un peu au sujet des mythes et des tabous de la sexualité, c'est important parce que c'est aussi la société qui peut entretenir ce genre de mythes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation est appropriée à chaque âge, mais c'est vrai que c'est adapté, c'est-à-dire qu'il y a des soucis de la petite enfance, il y a les soucis de l'adolescent, et puis il y a même les soucis de l'âge adulte. Et il faut toujours commencer à travailler, préparer le terrain dès le jeune âge pour justement être dans l'acceptation de beaucoup de notions, dans l'accueil de plusieurs notions aussi à l'âge adulte, à l'âge où la sexualité et un élément qui est important dans l'âge adulte, c'est pour la vivre un peu aussi correctement. C'est-à-dire que toutes les sortes de mythes et d'idées reçues qu'on a, on peut en citer, si tu veux, quelques exemples, et qui prennent naissance, justement, dans l'absence d'éducation sexuelle. C'est-à-dire que ils sont très nombreux, hein, je pense qu'on peut en citer quelques-uns, juste pour essayer de sensibiliser un peu les gens, c'est que et ça c'est ce qu'on entend assez régulièrement au sein des consultations, c'est que on pense assez souvent que, par exemple, la sexualité, c'est quelque chose d'inné en nous.
Et parfois, quand les patients ou les patientes sont face à une petite dysfonction qui peut être ponctuelle, et ils prennent ça un peu, ils le vivent un peu mal. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'on est tous destinés à vivre une sexualité prédéfinie, épanouie, prédéfinie, réglementée, un peu cadrée. C'est pas du tout le cas. La sexualité en aucun cas n'est innée et n'est intuitive. C'est que la sexualité nécessite un apprentissage particulier, elle nécessite de l'expérience, elle nécessite des découvertes, elle nécessite des connaissances. Une culture. Et une culture, exactement. Oui. D'où l'intérêt d'apprendre, de lire, de se documenter, de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Donc tout ça fait que, et encore, et j'en passe, hein, parce que les mythes de la sexualité sont très très nombreux. La première cause de l'entretien ou de la naissance de ces mythes-là, c'est en premier lieu et avant tout l'éducation sexuelle. C'est-à-dire quand on éduque des garçons à exprimer librement leur désir sexuel, quand on apprend aux filles qu'il faudra par contre le réprimer, quand on explique aux garçons que qui dit désir sexuel dit plutôt pouvoir sexuel et virilité, ça fait que plus tard on entretient un peu cette notion que quasiment la majorité des gens connaissent, c'est qu'en matière de désir sexuel, c'est plus l'homme qui est dans la demande que la femme. C'est ce qui fait que ce qu'on essaie d'expliquer aussi, c'est qu'en aucun cas ce désir-là n'est genré et il n'est pas du tout stable. C'est qu'il faut pas vendre l'idée que c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que l'éducation sexuelle se fait dans un sens, soit elle se fait pas, soit elle se fait dans un sens qui donne des informations complètement erronées et qui fait entretenir certaines idées reçues. Et donc en premier lieu, il faut corriger ces idées reçues-là. Il faut travailler sur l'éducation des jeunes, moins jeunes ou aussi plus jeunes, je le dis toujours, parce que on peut toujours se rattraper à tous les âges et ça permettra d'avoir une sexualité qui soit évolutive, équilibrée, satisfaisante et surtout légitime aussi à tous les âges. Et je pense, Donia, que dans tes consultations, tu reçois des adultes, évidemment, et les adultes eux-mêmes, ils se posent même la question, donc ils arrivent peut-être à se poser la question, pourquoi ne suis-je pas comme les autres? Donc le dysfonctionnement dont tu parlais tout à l'heure, il peut être d'origine émotionnelle. Donc ce n'est pas forcément sexuel, donc il y a tout un affect, les émotions, les angoisses, tout ça, ça peut entraver la sexualité. Exactement, et c'est tout à fait vrai. Alors c'est vrai ce qu'il faut comprendre, c'est que exactement, c'est que c'est multifactoriel. Voilà. C'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent et qui font que. D'accord? Donc ce qui est impératif, c'est que à comprendre du moins, c'est que on peut pas agir sur une seule cause. C'est multifactoriel. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Il y a plusieurs paramètres à étudier et à poser. Enfin, c'est pour ça on sait poser les bonnes questions. On sait poser. Et tu as parlé d'un sujet qui est très important, c'est la notion de la normalité. C'est pourquoi je ne suis pas normal. Ça, c'est un peu aussi. Enfin, je dirais, c'est pas la faute, mais voilà, on traverse une ère qui fait que on est assez stigmatisé, on devrait ressembler à ceci, cela. Il y a des normes qui se dressent, il y a des cadres qui se font, et on n'est pas. Et en matière de sexualité et de sexologie essentiellement, il n'y a pas de normes. Il ne faut surtout pas définir des normes. On ne peut pas évaluer la sexualité sur des normes, sur des quantités, sur des millilitres, sur des longueurs. Pas du tout. C'est-à-dire que la sexualité est propre à chacun, elle est personnelle. C'est très important. La sexualité est personnelle. Enfin, toute personne est unique et par conséquent, sa sexualité sera unique. Donc même dans les prises en charge que nous, on propose aux patients ou aux patientes, certes, c'est des prises en charge qui sont assez globales, mais c'est personnalisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calquer une prise en charge de X ou Y ou quelconque personne ou quelconque pathologie sur les différentes personnes. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, une interférence de plusieurs éléments. Tu veux dire par là que chaque sujet a son histoire. Exactement. Voilà, donc c'est le vécu. C'est le vécu,
c'est la biologie, c'est le vécu, c'est certaines maladies qu'on traîne, c'est la génétique, c'est le côté émotionnel, c'est le côté psychologique, c'est très important. Donc on se ressemble pas, donc il y a aucun intérêt à ce qu'on ait une sexualité, enfin, ni normale ni qui se ressemble. Donc c'est très important. Chaque cas est différent de l'autre. Exactement. C'est ce qu'il faut expliquer donc aux patients, je pense. Donc dans tes consultations, tu dois te poser soulever le problème donc à tes patients qui se posent des questions. Tu leur dis tout simplement, toi tu n'es pas comme les autres. Il faut pas calquer ta sexualité sur la sexualité de quelqu'un d'autre. Tout à fait, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Hein. C'est combien de fois suis-je normal si c'est quoi la norme en matière de, et ça revient tout le temps parce que faut pas voilà, faut un peu voir ce qui se passe à côté. C'est que on a des médias, on a des réseaux sociaux, c'est vrai que la sexualité c'est quelque chose qui est tabou, mais qui fait aussi couler beaucoup d'encre, et que ce soit les médias, que ce soit certains magazines, que ce soit, et ça rédige parfois même des modes d'emploi pour comment vivre ceci. Il n'y a pas de recette, je pense. Il n'y a pas de recette magique, parce qu'on ne peut pas appliquer différents écrits, différentes recettes à des personnes qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas du tout le même vécu, qui n'ont pas du tout les mêmes émotions, les mêmes qui ne perçoivent pas du tout, et puis qui n'ont pas du tout la même culture non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'expliquer que le but de tout ce qu'on fait, de toutes nos consultations, de tout ce qu'on essaye aussi de dire à travers les différentes émissions, à travers les différents événements et les organisations, c'est que il faut à chacun sa propre sexualité, à chacun son propre rythme, à chacun sa propre norme. Le tout, c'est d'avoir une sexualité qui soit le plus satisfaisante possible et épanouissante à l'échelle personnelle ou à l'échelle du couple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un couple, qu'on ne peut pas comparer des couples, on ne peut pas comparer des personnes. Et c'est très important, et c'est un facteur qui est très important, et des questions qui reviennent très souvent. C'est-à-dire qu'on se compare nous-mêmes à travers les différents événements de vie, et on se compare aux autres à travers comment on vit les différentes étapes justement de la vie. Même dans le couple, il y a donc certainement une communication qui doit s'établir entre l'homme et la femme, donc dans le couple, et à travers cette communication, toi en tant que sexologue, donc tu dois parler individuellement avec c'est un petit peu comme l'entretien psychologique. D'une part, donc d'un côté avec le partenaire garçon, et de l'autre côté avec la partenaire fille. Donc, et puis les réunir tous les deux. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Il y a des consultations où on est amené à voir le couple ensemble, et puis il y a certainement, ça dépendra après c'est un peu l'entretien clinique classique. Exactement. Il y a des consultations ou des entretiens en individuel, justement, parce que et puis tu confrontes les deux. Je dirais pas, c'est pas plutôt confronter, parce que on n'est pas là pour essayer de confronter un peu les dires ou de chacun des deux, mais on essaye de prendre un peu, vous savez, parce que parfois il y a même il y a même un tabou et une honte à aborder certains sujets, même au sein du couple. C'est important. Pas tous les sujets sont abordés à la maison. C'est pour ça que tout à l'heure je disais dans le meilleur des mondes. Mais il y a certains sujets qui restent quand même assez tabous, même au sein de la famille et au sein du noyau familial. Et parfois, même à la demande de certaines patientes ou de certains patients qui préfèrent être vus séparément que le conjoint, et on se doit de respecter cette demande, parce qu'il y a peut-être des demandes, des questions qu'ils n'ont peut-être pas envie de partager devant le partenaire. Donc, tu les vois individuellement. Exactement. Et est-ce qu'il y a des résultats donc, si on est là, si on fait la promotion de cette spécialité qui est la sexologie clinique, c'est qu'on a des résultats derrière. Certainement. Et c'est pour je te pose la question parce que tu as l'expérience. Exactement, c'est pour ça qu'on invite aussi les gens à aller poser leurs questions aux professionnels de santé qui sont là pour répondre à ces questions-là.
évidemment qu'on a des réponses, évidemment qu'on a des résultats. On essaie toujours de préparer les patients et de leur dire, les patients ou les patientes ou les couples, et de leur dire qu'il faut aussi être un peu patient dans une société où tout est rapide maintenant, où tout est voulu là tout de suite. C'est-à-dire que pour certaines dysfonctions, comme pour le cas du vaginisme par exemple, c'est une thérapie qui peut prendre du temps, qui nécessite une certaine observance, qui nécessite une certaine patience. Et ça, c'est très important, c'est que on n'est pas là à donner, on va prescrire des médicaments et aller voir derrière si le taux est assez correct ou pas dans les normes. C'est que l'évolution se fait, ça nécessitera un peu plus de temps, et c'est tout, ça nécessite beaucoup de travail auprès des patients, mais on essaie de leur dire que le résultat, il existe, il est là, il est réel, mais que ça nécessite un certain travail en amont. Puis quand dans le couple, je parle dans le couple, s'il y a des problèmes donc d'ordre, je dirais physique, c'est-à-dire que dans le couple il y a des pathologies qui naissent, des petites pathologies qui peuvent aussi freiner un petit peu la sexualité. Exactement. Donc est-ce qu'il faut traiter d'abord la pathologie elle-même? Donc je dis la pathologie, donc ça peut être un diabète par exemple, tout bêtement, tout bêtement. Donc au premier abord, puis on abordera après le volet de la sexualité. C'est une des questions qu'on pose nous en premier lieu, parce que l'une des questions que pose tout médecin, je pense, dans tous les interrogatoires qu'on mène, est-ce que vous avez des maladies auparavant, vous avez été opéré auparavant, et vous savez que nous on est face à tout peut influencer la sexualité. C'est très important parce que la sexualité est sous l'influence de plusieurs facteurs. Ça peut paraître absurde par moment quand on le dit, c'est pour ça que j'ai bien parlé de ça au tout début, parce que quand on dit par exemple que certains traitements peuvent avoir un impact sur la sexualité, et même des médicaments. Exactement, il y a des médicaments, il y a des traitements qui peuvent avoir une influence sur la sexualité. On n'en parle pas souvent, parce que parfois pour certains, et là, là c'est la responsabilité un peu, elle est partagée, parce que c'est un peu la responsabilité et du médecin qui n'en parle pas, parce qu'il faut savoir aussi que pour certains médecins, aborder le problème ou la question de la sexualité au niveau des consultations, ça peut être aussi un peu tabou. Non, il faut en parler, je pense. C'est dans le meilleur des mondes, pareil. C'est que la question est partagée. Il faut en parler, parce qu'il y a certains médicaments, il y a certaines pathologies même qui peuvent influencer la sexualité. Et il suffit parfois juste d'un conseil, il suffit juste de le dire. Vous savez, quand on le dit, parfois ça soulage le patient ou la patiente, bien sûr, parce que un diabète peut altérer la sexualité de monsieur. Le diabète peut être à l'origine de certaines dysfonctions comme la dysfonction érectile. Le traitement de certaines pathologies aussi. Dans la baisse du désir, on peut retrouver plusieurs pathologies et qui peuvent être derrière. Les maladies psychiatriques aussi. Les traitements aussi. Ça peut être un des effets indésirables du traitement également. Les pathologies cancéreuses aussi chez des femmes, ça peut être directement et indirectement, ça peut impacter la sexualité. Donc c'est important de connaître et de savoir et de comprendre que la sexualité, elle est certes au centre de la vie. Donc je pense qu'avant d'aborder la sexualité en tant que telle, il faut faire un tableau donc exhaustif de la santé du patient. Exactement, c'est une prise en charge qui est globale. Donc, voilà, on commençait par lui poser des questions. Est-ce que vous avez le diabète? Est-ce que vous avez la tension artérielle, etc., etc. Exactement. Donc, toutes ces questions. La prise en charge se doit d'être globale. Elle est globale, mais il ne faut pas. C'est-à-dire que nous, quand on dit global, vous savez un peu dans notre société, c'est que on va essayer d'avoir des priorités. Et donc du coup, à un moment, la sexualité peut ne pas être prioritaire. Pas du tout. Elle est prioritaire et elle est elle est à considérer. Quand une personne est saine. En premier, même quand elle n'est pas saine. Non, je veux dire, si il n'y a pas de pathologie, donc sous-jacent. Mais je veux dire, c'est-à-dire que pour les patients qui sont traités pour X problèmes, quand ils posent des questions, on doit aborder le sujet de la sexualité. C'est très important au sein des consultations. Qu'ils viennent consulter pour ça ou pas, c'est important d'évoquer la sexualité quand on met un patient sous traitement. Il est important de noter et de relever aussi que certains médicaments
vont pouvoir peut-être ou pas affecter leur sexualité. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pousser les gens à en parler, même si ils ne le font pas spontanément. Donc, la première des choses, donc dans tes consultations, une fiche de chaque patient avec toutes les pathologies qui pourraient donc freiner la sexualité. Exactement. Tous les facteurs sont à prendre en compte. Tous les facteurs, aussi futiles soient-ils. L'environnement aussi, hein. Tout. Tous les facteurs, l'environnement, le milieu le milieu professionnel, le milieu dans lequel il a évolué, les parents, la fratrie, les croyances, c'est très important parce que tout peut impacter la sexualité et on peut travailler sur plusieurs facteurs. Donc tout est bon à prendre, tous les renseignements peuvent nous servir, tous les renseignements peuvent être bénéfiques dans la prise en charge de la patiente ou du patient ou du couple, bien sûr. Très bien. Je ne sais pas si tu as fait le tour de la question, Donia. Si tu as... En gros, je pense. Oui, je pense. Merci. Donc, si tu as donc un petit mot à ajouter, donc venez consulter si vous avez. Alors moi, si j'ai quelque chose enfin un petit message, si on veut, oui. c'est que voilà, il faut essayer maintenant. On est, la science a assez avancé, et donc je pense qu'il faut essayer, il faut qu'on travaille main dans la main pour essayer de faire avancer les choses, pour essayer de briser tous ces tabous, pour essayer de casser un peu toutes ces idées reçues, pour essayer de démystifier un peu toutes ces interrogations qui rôdent autour, pas que de la sexualité. Pourquoi? C'est pour essayer de procurer à chacun d'entre nous une sexualité. Voilà, parce que c'est la définition même, qu'une sexualité qui soit satisfaisante et saine surtout. Et le bien-être de la personne. Donc, exactement, parce qu'il en va du bien-être du bien-être aussi bien physique que mental de la personne. Absolument. Et parce que la sexualité a beaucoup d'effets. Voilà. Très bien, Donia, merci. Merci à toi. Merci à vous, chers amis, donc de votre fidélité. Je viens de recevoir donc Donia Oslati, sexologue. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à vous.